avec des spots dans le visage. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Alors, nous continuons. L'histoire, mes amis, de ma vie et l'histoire de rester moi-même en paraissant céder aux influences. C'est ainsi que je suis allé, j'ai été facteur. Et j'ai regardé comment procédait le maître facteur que j'accompagnais, j'avais 16 ans. Et quand c'était la veille de Noël, l'avant-veille, il ne mettait pas le courrier dans les boîtes aux lettres. Il sonnait, puis il remettait le courrier en personne. C'était une excellente technique. Puis moi, ben, j'étais l'assistant. Lui, il recevait un 2 piastres, un 5 piastres, puis moi, je recevais 1 piastre. Alors, c'est sûr que c'était très payant. Ensuite, j'ai de quoi être un jardinier, parce que je me suis occupé toute ma vie, jusqu'à 23 ans, du jardin de mon père. Ensuite, ben, vous le savez, j'ai enseigné au lycée Da Silva. Et c'était un milieu difficile. C'était une école indépendante, on appelait ça à cette époque-là une école nouvelle. Et on recevait la lie de tous les derniers de classe, là, des mauvais garçons de l'enseignement public, dont les parents avaient suffisamment d'argent pour les envoyer à l'école privée. Puis moi, bien, j'étais là, disponible. J'étais payé à l'époque, en 63, 4 $ de l'heure. C'est pas une grosse fortune. Déjà à l'université, on me payait 19 $ de l'heure. C'était mieux. Moi, je prenais tout ce qui se passait, tout ce qui se présentait. Combien ça coûtait une session de l'université de cours? Pour les élèves? Oui, pour combien? Je l'ignore. Mais pour moi, c'était pas cher. Hein. Un des professeurs de la faculté de philosophie, Vianney Descartes, me disait qu'en 1955, donc moi je suis arrivé là en 59 comme élève, puis lui en 55, il recevait le salaire de 1200 $ par année. C'est moins que rien ça, pour enseigner à l'université. J'imagine que dans le domaine médical ou dans le domaine du droit ou de l'actuariat, les professeurs étaient probablement mieux payés, tandis qu'en philosophie, ceux qui allaient étudier la philosophie, c'était des gens qui se destinaient à des vocations religieuses. Mais pour faire une session en philosophie, ça coûtait combien la session? Je me souviens plus, c'était pas cher du tout. Mes parents qui vivaient dans un taudis étaient capables de me payer ça. Donc, c'était vraiment pas cher. Et puis, si on ne payait pas, ben, comme Roméo me l'a souvent dit, il y avait toujours moyen de s'entendre avec les autorités. Alors, cette façon de vivre, de voir, a fait que... Wow, je me rappelle un jour, tous les professeurs du lycée Da Silva se sont mis en grève. Ça fait que M. Da Silva, qui avait en moi une confiance démesurée, m'appelle. Il dit, M. Moreau, il y a 11 professeurs en grève. Pouvez-vous tous les remplacer? Pas vrai. Je suis bien sûr. Je gagne 4 $ de l'heure. Me donnerez-vous 1 $ par professeur que je vais remplacer? Et je savais que vous étiez capable. J'avais toutes sortes de techniques. Je mettais les élèves au travail. Il y en a qui étaient des comités de surveillance. Moi, je passais d'une classe à l'autre. Et
M. Da Silva me disait, M. Moreau, il dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il dit, on n'entend parler que vous. Ben, je dis, je suis tout seul dans le lycée. Et j'ai 277 élèves. Ben, pouvez-vous croire que j'ai enseigné le solfège sans connaître une note de musique? J'ai la géographie, l'algèbre, je disais des choses extravagantes. Et puis, tous les parents qui m'avaient entendu faire des interprétations du test de caractère de leur enfant avaient en moi une foi aveugle. Moi, je faisais passer des tests de caractère, puis à la fin de l'année, évidemment, je leur mettais des notes gonflées. Pourquoi couler des gens qui vont se charger eux-mêmes de se couler tout seuls dans la vie? C'est là que j'ai rencontré, quand il était plus jeune, moi j'avais 22 ans, lui il avait 5 ans de plus jeune que moi, donc il avait 17 ans. Mon horrible comptable, qui devait mourir d'une attaque de haine foudroyante, c'était vraiment un homme très dangereux. Ça. Mais il m'a eu comme élève, il avait un certain respect. Il menaçait tout le monde sauf moi. Il t'a eu comme professeur. Oui. Après ça, il m'a eu comme parrain dans la franc-maçonnerie. Après ça, il m'a eu comme compagnon d'entraînement au gym. Et puis, ensuite, il a été mon comptable. Il aurait bien voulu être mon garde-corps, mais j'ai pas besoin d'un garde-corps. Je suis un homme souriant, affable. J'ai rencontré les pires voyous, puis j'ai jamais été touché. Donc. Mais les autres professeurs, t'étais un scab, ils ne devaient pas tout aimer. Ben ouais, c'est ça. Ouais. C'est un briseur de grève. T'as avoir besoin de ton comptable, de garder le corps contre les autres profs. Non, les autres profs étaient à la taverne. C'était une grève de fous. Non, jamais j'ai été menacé du tout. Moi, j'ai jamais entré par la porte d'en arrière, j'entrais par la porte d'en avant. Il me disait, qu'est-ce que tu viens faire? Je viens remplacer 11 professeurs. Tout le monde se mettait à rire. Il disait, ça se peut pas? Ben oui, ça se peut. Avec beaucoup de logistique. Oui, je me suis beaucoup amusé. Et après ça, moi, je voulais une pièce de plus par professeur que je remplaçais. Mais il m'a négocié à la baisse. Il m'a donné que 50 sous. J'en ai remplacé 11. Bon, ça me faisait un 5 $ plus 4 $. Alors, ça me faisait 9 $ de l'heure. Mais j'en pédalais un coup. Alors, vous savez, moi, dans ma vie, là, je me suis toujours dit, il faut que ça soit facile et rentable. Et j'avais choisi, parmi les élèves, des joueurs de cartes. Ils jouaient aux cartes pendant la classe. Alors, je me suis dit, je vais les mettre à profit. Pendant la grève, je vais les rassembler pour qu'ils forment un comité de surveillance. Ils ont pris ça très, très au sérieux. Ils imposaient des punitions. Il y avait un bonhomme qui était encore plus peurant que mon comptable. Et lui, il n'avait qu'à apparaître dans une classe, et les jeunes devenaient blancs de terreur. Alors, je l'avais mis sur le comité de surveillance. Il faisait un travail effrayant. Quel homme efficace. Il n'y avait pas à élever la voix. Il apparaissait. Les gars se cachaient en dessous des bureaux. Mademoiselle, comment s'appelait-elle? C'était pas la femme que vous connaissez dans les médias, mais je pense qu'elle s'appelait Bombardier, je crois. Puis tout le monde l'appelait Boom. Alors, cette fille-là, elle avait tellement peur de ce gars-là
Quel enfer de se mettre nu pour pas qu'il la frappe. Ils ont fait venir la police. Alors, c'était incroyable. Alors, j'ai appris, moi, donc, à m'amuser avec les difficultés, avec les problèmes. Et à ne jamais douter de moi. Pouvez-vous remplacer ce professeur? Oui, monsieur, pas de problème. Est-ce que vous pourriez parler 24 heures? Aucun problème, je peux parler 24 heures. Et là, je dis, André, on va parler 24 heures, là, tu comprends bien que ça crée. J'ai une filière, ça dépend, sur le marathon de la parole. J'ai parlé 24 heures. Je m'arrêtais à chaque heure pour les besoins de la nature, prendre une petite soupe. Et, à cette époque-là, je buvais, mais je n'ai pas bu avant. Je commençais à midi, puis je finissais à midi. Alors, je n'ai pas bu avant les 4 dernières heures. Alors, j'ai signalé aux gens que j'acceptais les verres de cognac. Ben, c'était une façon de me remonter, hein, parce que c'est quand même assez long comme nuit, de parler pendant 24 heures. Mais je faisais de la télévision. Hein. Alors, à ce moment-là, c'était en 81, c'est vers 10 heures le soir que j'ai eu le plus de gens dans ma salle. Ils sont eu 200. Puis ça a décliné. Rendu à 5-6 heures du matin, il en restait 30. Puis ça a remonté, puis j'ai terminé avec 150 à midi. Là, j'ai été applaudi à Toronto. Ça devait être dans un samedi à dimanche, probablement. C'était une fin de semaine, ça? Non, un jour de semaine. Ah oui? Oui. Oui. Mais je me rappelle plus quand. La première fois, c'était à l'hôtel La Salle, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était dans le coin de la rue Bishop, là, près de Sainte-Catherine. Alors, il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont obligé à faire de la philosophie. Quand j'ai été travailler à Québécois, et qu'on avait des clients qui étaient du milieu interlope. Il fallait se faire payer. Ces gens-là n'ont pas la réputation de payer facilement. Alors moi j'avais des scénarios encore. Mon patron me dit, André, j'ai besoin de toi au bureau, parce que je l'avais convaincu de venir me voir à domicile et qu'il y avait une mauvaise atmosphère pour moi au bureau, que c'était pas bon pour ma santé. Alors, il m'appelait, puis prenait rendez-vous avec moi. Mais là, il me dit, il faut que tu viennes au bureau demain. Voici, il dit, on a un gars de la peine qui nous doit 100 000 pour des... il vend des plans d'alimentation, donc le réfrigérateur et la viande qui va dedans. Tout compris. Puis il dit, il nous doit 100 000. Ben, je dis, tu vas l'appeler. Dis-lui, connaissez-vous le docteur André Moreau qui passe à la télévision, le grand humoriste? Il dit, oui. Il dit, ce style-là, il dit, il travaille avec toi? Je dis, oui. Il dit, oui. Je dis, attention, dis-lui que je vais venir avec célérité. Je dis, quoi? Célérité. Ça vient du mot latin, célère, ça veut dire vite. Alors, l'autre matin, c'est un homme extraordinaire, il va venir avec une femme. Et quand j'arrive, il dit, où est-elle? Si la célérité, monsieur, c'est la vitesse. Il croyait que c'était le nom d'une femme. Oui, puis là, mais je vous ai vu hier soir à la télévision, puis là, on est devenus les meilleurs amis du monde. Après 3 quarts d'heure, on avait trinqué, tous les mafieux avec leur poche, parce qu'ils gardaient leur revolver ici, passaient me voir, salut, chum. Et puis, il me dit, as-tu des ennemis? Non, il me disait, vous, docteur, avez-vous des ennemis? Je dis, non.
Ah, il dit, parce que moi, j'ai un grand frigidaire, hein. Il dit, vous savez, je les mets gelés. Puis il dit, après 1 heure et demie, là, ils sont un peu raides. Puis là, il dit, les os, là, ça casse comme du verre. Puis il dit, après ça, t'es lâche dans la rue. Puis il te dénonce jamais. Ben oui, j'ai pas d'ennemi. Mon pauvre Réal, il s'appelait Réal. Bon, ben je dis, c'est maintenant le moment. Je pense que tu ne me laisseras pas partir et me présenter devant mon patron sans un chèque de ta part. Hein. Tu vas faire quelque chose pour moi. Hein. Ah, il dit oui. 100 000 $. Il l'a fait, non? Ouais. Il l'a fait. Moi, je suis rentré, j'ai été ovationné par mes collègues. Ils me disent, qu'est-ce que tu lui as promis? J'ai rien promis. Tu demandes un chèque de 80 000 pour ton boss, puis tu fais un chèque de 20 000 pour toi. Non, non, j'étais pas comme ça. Moi, j'avais des moyens beaucoup plus raffinés que ça d'augmenter mes payes. Crois-moi. J'ai jamais été... Moi, je travaillais pour mon œuvre. Hein. Je suis allé là pour payer le prêt d'honneur parce que j'avais déjà emprunté pour faire mes études. J'avais eu des prêts pour rembourser mon divorce. Et puis, j'avais 10 manuscrits à publier. Et puis, 3 ans après, j'avais remboursé le prêt d'honneur, fait une entente avec mon ex-compagne. Toute cette question d'argent était réglée et j'avais publié 10 livres. C'est là que mon patron s'est suicidé. Et que le père, Pierre Pellado, père, est venu me voir à mon bureau en disant « Mon cher Moreau, je vois par votre fiche de vente que vous êtes un super vendeur. Accepteriez-vous le poste de directeur général de la publicité? » C'était une offre effrayante. Ça fait que, moi je me dis, voyons, comment lui dire non sans qu'il se fâche? Ah oui, parce qu'il était un peu... Bon, il était un même mauvais caractère. Oui. Alors, j'ai dit, donnez-moi 3 jours pour y réfléchir. Puis là, je lui ai dit, Monsieur Pellado, j'ai une grande faiblesse dans la vie. Je m'ennuie de la philosophie. Je dis là, mon patron est maintenant décédé. J'aurais grand besoin de rentrer chez moi. Ah, il dit, je comprends pas ça, là. Mais il dit, je l'accepte. Bon, parfait. Alors là, j'ai lu Voltaire pendant 2 mois pour me purifier de cette couche de corruption, de malpropreté, de manipulation, de campagne de salissage dans laquelle j'avais trempé pendant 3 ans. Quand même, là, ouais. Mais j'étais la plupart du temps chez moi. Puis mon patron m'appelait pour prendre rendez-vous. C'est une situation en or. Puis lui, ça n'avait pas écrit. C'est un ancien boxeur qui organisait des concours de Miss Québec nu. Alors, il y avait constamment des récriminations de la part de son grand patron, Pierre Pellado, puis qui lui envoyait des mémoires interbureaux, puis il dit, il faut que je lui réponde. Bon, je dis, écoute, je vais essayer de prendre ton vocabulaire, puis je vais répondre pour toi. On a enterré Pierre Pellado de mémoire interbureau, au point qu'il n'était plus capable de travailler. Il dit, bon, dit Gaston, j'ai jamais vu un esprit aussi retard que toi. c'est moi qui imaginais des stratagèmes, puis des raisonnements alambiqués, mais toujours en mettant un Christ ici, puis un calvaire là. Ah, c'était merveilleux. Puis tu sais, moi, je me donnais beaucoup d'argent, cet homme-là, hein. Il fabriquait des contrats avec moi. Un soir, il arrive ici avec une peau de mouton. Je dis, mon Dieu, tu me donnes ta peau de mouton? Il dit oui. Elle était là dans le salon pendant 20 ans.
Il me prend on appelait ça des cabochons, avec des diamants, des grosses bagues, plein de petits diamants. Puis je vais te donner ça. Tu ne dois pas porter ça. J'ai rien aux mains. Mais je dis, moi j'ai quelque chose pour toi. Je vais chercher une caisse de 40 onces de gin Beefeater. Oh, il a failli s'évanouir de bonheur. Puis il a tout bu. Ah, c'est comme ça que ces choses-là se terminaient. Alors, les événements, ben, qu'est-ce que tu veux, j'ai été accosté par à cette époque-là, le câble, c'était pas Vidéotron, c'était le 9, le canal 9. Alors, j'avais fait des émissions de nuit avec ligne ouverte, non filtrées, les plaisirs de la nuit. C'était effrayant. J'ai été insulté dans les journaux, on recevait des appels obscènes, des menaces de mort. C'était incroyable. Et là, à un moment donné, il dit, Monsieur Moreau, là, il dit, ça fait 5 ans, là. Il dit, nous autres ici, il dit, on a peur de sortir de la station parce qu'il y a des gens qui nous attendent avec des battes de baseball. Il dit, ça n'a pas de sens. Je sais pas comment ça se fait que vous avez des problèmes. Moi, j'en ai pas. Bon. J'ai jamais eu de problème. Il dit, j'ai une émission pour vous, mais c'est une émission de sport. J'ai pas de problème. Il dit, avez-vous fait du golf? Je dis, non, jamais. Et il dit, animeriez-vous une émission sur le golf? Je suis votre homme. Il dit, oui. Ah, je ne m'attendais pas à ce que vous me disiez oui. Je suis même persuadé que vous me diriez non. Ça fait que j'avais un petit budget. Ben, il dit, 50 piastres. Il prend ça sur la petite caisse. Je dis, bon, d'accord. Je m'en vais, à cette époque-là, sur Renaud-Bré. Il y avait qu'un Renaud-Bré à Montréal, et il était sur Côte-des-Neiges, pas loin du musée de cire. Ben, il est encore là, je pense. Mais il n'y avait que lui, comme il n'y avait pas de succursale ailleurs. Il m'en va là, j'ai section sport, le golf. Ça fait que c'était pas des livres chers, hein, des livres pour les sportsmen. Alors, je prends 6-7 livres de golf. C'est pour me familiariser avec les termes. Et puis, moi, évidemment, psychologie du golf, OK, je prends ça. Problème nerveux dû au golf, OK, je prends ça. Psychose sportive, OK. Alors moi, je dis, je vais traiter du golf sous l'angle de l'épouvantable tension du fait qu'il y a des joueurs qui font des crises cardiaques sur le verre. Bon, et OK. Alors, je passe à travers ça. Et là, je vais voir mon patron. J'ai dit, une émission avec des lignes ouvertes sur le golf, surtout sous l'angle que je l'aborde, nécessiterait comme une petite scénette avec quelques figurants. Alors me voilà en train de faire du théâtre au Canal 9. Puis là, mais moi, je suis toujours comme chanceux. Une des scènes les plus phénoménales, moi, je suis un golfeur allemand pendant la Première Guerre mondiale. Puis je m'appelle Fritz. J'ai tout inventé ça, là. Puis de l'autre côté, il y a un Anglais qui s'appelait Walter, et puis avec qui je communiquais par des signaux, des drapeaux. Et entre nos deux lignes, il y avait mon terrain de golf. C'était en Alsace-Lorraine. Et puis je me dis, mon terrain de golf va être ravagé. Ça n'a pas de sens. Alors, moi, j'ai dit, il va falloir que je prenne les grands moyens. J'ai dit, avec mes signaux de drapeau, à Walter, je dis, Walter, va te cacher. Parce que je dis, tu sais pas les moyens que je vais utiliser. Si je vais utiliser la grosse Bertha. Je dis, quoi? Terreur! Mais moi, je ne savais pas
La grosse Bertha, c'est un bâton de golf qui est utilisé seulement dans les trappes de sable, puis c'est censé te sortir des problèmes. les professionnels du sport criaient de joie, la grosse Bertha, c'est un bâton de golf. Moi, je le savais pas. Puis là, j'avais fait jouer des enregistrements d'explosions qu'ils étaient allés prendre, je sais pas, dans des carrières où il y avait des excavations, là, puis des explosifs. Puis on entendait le boom de la grosse Bertha. Puis moi, je disais, mon terrain de golf! Alors, c'était insignifiant. J'ai fait 13 émissions. Et croyez-moi, il y a des gens qui appelaient ici pour me demander des conseils pour faire leur birdie. J'ai dit, leur birdie, mais qu'est-ce que c'est ça pour avoir du Saint-Ciel? Puis j'ai jamais tenu un bâton de golf dans mes mains. J'étais considéré comme un des grands experts canadiens. Oui. Après ça, vous comprenez, quand cette émission a été terminée, j'ai jeté ça, j'ai jeté ces livres-là sur le golf à brasser dans les poubelles. C'est les seuls livres d'ailleurs que j'ai jetés dans ma vie, parce que je trouvais ça insignifiant. Alors j'ai continué. J'ai fait toutes sortes de choses. Hein. À Paris, il y avait une dame qui était très, très pudique et qui me disait, je ne parviens pas à me dégeler. Je dis, moi, madame, je donne des exercices de frottisme. Elle dit, du frottisme? Elle dit que c'est un mot français. Ça fait partie du langage de la sexologie, de Havelock Ellis. Et on peut le retrouver dans le dictionnaire de sexologie de Jean-Jacques Pauvre.